C'est le grand matin été de Sud Radio et c'est l'heure de l'interview politique avec Patrick Roger qui reçoit aujourd'hui pour vous Aurélien Taché, député écologiste du Val d'Oise et membre de la NUP. Bonjour. Bonjour à tous, bonjour Aurélien Taché. La motion de censure de la NUP, coup de chaud à l'Assemblée aujourd'hui. Est-ce qu'il faut arrêter d'ailleurs le chahut? Coup de chaleur aussi avec la canicule cette semaine en France. L'environnement au cœur des préoccupations. Question aussi avec vous sur l'expulsion des étrangers annoncée par Gérald Darmanin. Et puis l'affaire des Uber Files, vrai ou fausse polémique. On va évoquer toutes ces questions avec vous, l'ancien macroniste, je le rappelle aussi, de la première heure. Commençons donc par cette motion de censure, Aurélien Taché, déposée par la NUP et débattue cet après-midi. Est-ce que vous la soutenez toujours? Et si oui, pourquoi? Oui, je la soutiens évidemment parce qu'il faut pouvoir quand même tenir compte du résultat des élections législatives. On a une première ministre qui est venue la semaine dernière nous faire un discours de politique générale dans lequel elle a déroulé, égrené toutes finalement les mesures que Emmanuel Macron avait finalement mis en avant dans sa campagne et sur lesquelles ils avaient fait campagne aussi pour les législatives et sur lesquelles ils ont été battus. En tout cas, ils n'ont pas trouvé de majorité de députés pour soutenir ces mesures. Et pour autant, Elisabeth Borne ils ont quand même la majorité certes relative. Oui, je ne sais même pas si on peut vraiment parler de majorité. Il n'y a pas de majorité à l'Assemblée aujourd'hui. Il y a une Assemblée plurielle. Et donc, nous voulions signifier quand même que se soumettre au vote de confiance aurait été la moindre des choses après cela. La semaine dernière, Elisabeth Borne l'a refusé, donc nous déposons cette motion de censure. Mais à quoi bon finalement? Parce que ça ne devrait pas passer a priori. Écoutez, on verra bien si ceux qui se décrivent comme des opposants à Emmanuel Macron à droite ou à l'extrême droite de l'Assemblée finalement vont voter ou pas cette motion de censure. Nous, ce que nous devinons, c'est qu'il y a une alliance des droites, il y a une alliance de la droite macroniste, de la droite LR et de l'extrême droite pour finalement essayer de gouverner avec un programme qui sera antisocial, avec un programme qui sera très dur pour les Français, mais il faut mettre cela au grand jour pour que chacun assume ses responsabilités. Le RN, vous dites, le RN, entre guillemets, serait partenaire d'Emmanuel Macron, enfin de ce gouvernement. Mais on le voit chaque jour. Vous êtes sérieux là? Bien sûr que je suis sérieux. Dès l'installation dans l'Assemblée nationale, ils se sont mis d'accord pour avoir une équipe commune dans le bureau de l'Assemblée nationale. Ils ont voté ensemble. Les députés En Marche ont voté pour les vice-présidents Rassemblement national à l'Assemblée nationale. Ouais. Ce week-end encore, on a le ministre de l'Intérieur, effectivement, vous en avez parlé. On va en parler, au début, qui finalement reprend des mesures du programme de Marine Le Pen, qu'elle salue, qu'elle applaudit dès demain. J'en passe et des meilleurs. Olivier Véran lui-même, hier, a dit quoi? Il a dit: nous avons entendu le résultat des élections législatives et donc nous allons faire des mesures que le Rassemblement national soutient en parlant de la proposition de Gérald Darmanin. Les choses sont claires, mais il faut au moins assumer maintenant pleinement pour les Français. On rappelle quand même que pendant les législatives, vous avez bénéficié parfois, effectivement, de la mansuétude de la Macronie pour pouvoir passer, quoi. Non, moi, je trouve que les électeurs de la Macronie se sont très majoritairement abstenus lors des duels contre la NUP. Parce que justement, Emmanuel Macron avait dit la NUP ou l'extrême droite, c'est aussi dangereux l'un que l'autre. Aujourd'hui, il y a 90 députés au Rassemblement national qui sont sur les bancs. Est-ce que, Aurélien Taché, vous n'allez pas apparaître comme finalement des opposants systématiques, des bloqueurs à l'Assemblée? Là, il y a un contexte politique, il y a eu ces élections législatives, il y a eu ce refus d'Elisabeth Borne de se soumettre au vote de confiance. Nous posons un acte politique. Ensuite, on verra concrètement sur chaque proposition ce que l'on fait ou non. Moi, dans la loi pouvoir d'achat, quand les choses iront dans le bon sens, je ne vais pas voter contre les mesures qui vont augmenter le pouvoir d'achat des Français. Et mes amis écologistes feront de même. En revanche, nous allons aussi faire des propositions, elles sont nombreuses. Nous verrons comment la majorité, ou plutôt ce qu'il en tient lieu, essaye de reprendre ou pas ces propositions. Ouais. La semaine dernière, c'était très dissipé sur les bancs de l'Assemblée nationale. Certains députés n'ont pas arrêté de chahuter Elisabeth Borne, à tel point d'ailleurs qu'un député, Carl Olive, député des Yvelines, dénonce des incivilités, réclame ce matin des sanctions. Est-ce qu'on doit en arriver là? Mais non, évidemment qu'on ne doit pas en arriver là. D'abord, il se prend pour qui, monsieur Olive? Il est député comme les autres, pas plus ni moins. C'est pas parce qu'il est proche du président de la République et qu'il croit que pour plaire à Emmanuel Macron, il va venir jouer les petits matons là, de l'Élysée à l'Assemblée qu'on va l'écouter. Ça va pas se passer comme ça, je vous le dis tout de suite. Il connaît pas l'Assemblée nationale, monsieur Olive, mais il va découvrir. Est-ce qu'il ne doit pas y avoir un minimum de tenue, à l'Assemblée nationale? Parce que c'est vrai que c'était un peu parfois le chahut quand même, non? Écoutez, vous avez une première ministre qui arrive et qui fait un discours de véritable provocation, qui nous dit on augmentera quand même la retraite. Quand bien même on n'a pas de majorité, nous on veut le faire. On ne prendra rien en compte des propositions qui ont été faites sur les salaires. La NUP, c'est 150 députés qui ont été élus sur la SMIC à 1500 €, sur tout un tas de mesures sociales. Et vous avez cette première ministre qui, soi-disant, nous dit qu'elle veut chercher des compromis et nous déroule un discours de guerre sociale, il n'y a pas d'autre mot. Évidemment que ça fait réair que guerre sociale, il y a quand même en fait beaucoup d'aides, non? Beaucoup d'aides, quelles aides? Des aides qui vont... chèques, des aides... Alors parlons-en. La vie en prime avec Emmanuel Macron, il y a quelques primes qui sont distribuées par-ci par-là. Vous savez où elles vont
être prises, ces primes, sur le budget de la sécurité sociale. Et elles ne seront pas compensées. Donc après, ils reviendront dire « Ah, mais vous voyez, il n'y a plus d'argent dans le budget de la sécurité sociale, il faut baisser le chômage, il faut augmenter la retraite. » Non mais on nous prend pour des idiots. Donc oui, c'est un discours de guerre sociale. Oui. Et oui, effectivement, nous n'accepterons pas ça. Oui, bon, d'accord. Donc on voit véritablement que vous êtes dans une opposition, quoi. Hein, Ah oui, oui, non, ça, y a pas de doute. Après, vous êtes à l'aise, vous, au sein de la NUPS, vous aussi, l'ancien macroniste. Mais écoutez, la NUPS, c'est divers. La NUPS, c'est une majorité. Vous êtes de avant tout sensibilité. écologiste ou NUPS alors? Moi, je suis avec les écologistes, je siège au groupe écologiste. Ensuite, il y a une alliance qui est la NUPS et qui est une très belle alliance. Elle va des socialistes aux écologistes, en passant par les communistes et les insoumis. Et c'est très bien comme ça. Nos électeurs, à gauche, nous avaient dit unissez-vous. Vos divisions, nous n'en pouvons plus. Le message a été reçu et regardez, ça s'est traduit dans les urnes. Est-ce que vous applaudiriez si le RN votait la motion de censure avec vous? J'applaudirai jamais rien du RN. Bon, bah alors. Mais Bah par non, mais contre, tout à l'heure, vous le dénoncez en fait, l'attitude. je ne vais pas leur empêcher de voter des textes. Ouais. S'ils votent un texte qui, effectivement, renvoie le gouvernement dans les cordes, très bien, j'en serais content. Parce mais je vais pas que applaudir. le RN et puis les électeurs sont des pestiférés pour vous alors? Non, pas les électeurs. Moi, j'ai Vous toujours les différencié. connaissez, vous les voyez sur le terrain. Bien souvent, d'ailleurs, ils passent du RN à la NUPS. Mais quoi. non, alors c'est pas si simple que ça non plus. Non, mais ça arrive. En tout cas, personne n'est un pestiféré, aucun citoyen n'est un pestiféré. D'accord. En revanche, les cadres du Rassemblement national qui viennent et qui, lors de la première séance inaugurale de l'Assemblée, nous parlent de l'Algérie française, nous disent à quel point finalement ce régime colonial est brutal et Non, mais il peut ils en sont avoir été touché. nostalgiques. Il avait été touché, évidemment, vous le comprenez. Vous quand avez même, entendu ce qu'il a dit Oui, ensuite, oui, ce bien monsieur sûr. Il a Ah dit non, je ce ne suis qu'il pas a là pour su, savoir si pas l'OAS à a commis l'Assemblée des crimes. nationale. Il était aux quatre colonnes. Vous C'était savez, les journalistes qui l'ont interrogé. non, Oui, mais mais- pas à l'Assemblée nationale, reconnaissez-le. Moi, je veux bien entendre que certains électeurs soient dans l'erreur en votant pour le Rassemblement national. C'est à nous de les convaincre. Si on ne les a pas convaincus, il faut qu'on se pose la question de savoir pourquoi. En revanche, le parti du Rassemblement national, dont certains députés considèrent que l'IVG est un crime, dont certains célèbrent l'Algérie française, sont des gens d'extrême droite avec lesquels je n'ai rien à voir. Oui. L'autre annonce hier de la part du gouvernement, en tout cas dans les intentions, en matière de sécurité et d'immigration, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, qui dit vouloir permettre l'expulsion de tout étranger reconnu coupable d'un acte grave par la justice, quelle que soit sa condition de présence sur le territoire. Est-ce que vous comprenez cette annonce ? Non, je ne la comprends pas autrement que comme une mesure démagogique. On peut déjà expulser des étrangers qui ont commis un acte grave sur le territoire. Donc quand on regarde dans le détail de quoi parle Gérald Darmanin, d'ailleurs il l'a fait lui-même, il s'agirait par exemple de pouvoir revenir sur le fait qu'un enfant arrivé en France avant 13 ans ne puisse pas être expulsé ensuite. Mais franchement, Patrick Roger, un gamin qui se fait attraper à 15-16 ans parce qu'il a eu peut-être du cannabis dans les poches, admettons, on peut considérer que c'est grave. Visiblement, Marine Le Pen a dit que ce serait pour tous les délits et tous les crimes. Et comme j'ai l'impression que Marine Le Pen travaille bien avec Gérald Darmanin, on peut penser qu'elle sait ce qu'elle dit. On peut penser qu'elle sait ce qu'elle dit. Donc un gamin quasiment né en France, parce que quand on arrive avant 13 ans... Ah non, mais attendez, là ce sont des étrangers, oui, donc c'est différent. Et alors, pourquoi ? Moi je suis désolé, un jeune qui est... Vis-à-vis de la loi, je vous dis ça. Oui, d'accord. Mais je trouve, moi, choquant qu'on traite différemment un jeune parce qu'il est arrivé en France finalement avant 13 ans, donc ça veut dire qu'il est quasiment né en France, d'un jeune Français. Voilà. Si ce gamin a fait une connerie, il doit être puni, il doit aller devant le juge. La France est capable de s'occuper de ça. On ne brise pas une famille, on ne brise pas la vie d'un jeune parce que il est étranger. Pour les gamins, voilà. ça n'est pas possible. Arrivés sur le territoire avant 13 ans, donc vous y opposez. Pour les autres, alors mais pour les autres, ça existe 16, déjà. 18, 20 ans. Oui, mais il n'y a peu d'expulsions. Quand vous regardez les chiffres... Quand il y a un acte vraiment très très grave, mais là aussi, il faudrait savoir un petit peu de quoi on parle. Oui, si on parle, curseur. je sais pas moi, si on parle de terrorisme, si on parle de choses comme ça, évidemment qu'on peut expulser des gens qui ont fait des actes aussi odieux en France, c'est pas le sujet. Là, on parle d'aller beaucoup plus loin que ça, reprendre le programme du Rassemblement national et faire en sorte, encore une fois, qu'un môme qui est quasiment né ici ne soit pas traité de la même manière qu'un petit Français. Et moi, ça me dégoûte. Oui, donc là, vous dites que Gérald Darmanin, dans ces conditions, reprend des arguments du Rassemblement national. Quoi. C'est pour... C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Marine Le Pen hier qui a dit 100 fois oui, on va même l'aider à améliorer son texte. On voit bien que finalement, Gérald Darmanin veut aller chercher les voix pour faire voter des textes de plus en plus durs en matière de sécurité, en matière d'immigration avec le Rassemblement national, qu'il l'assume. Oui. Uber Files. Alors, on rappelle pour les auditeurs qui n'auraient pas entendu parler de cette affaire apparue ce week-end, Emmanuel Macron, alors ministre de l'économie, aurait favorisé l'arrivée sur le territoire de la plateforme de VTC
arrêté en fait Uber. Et puis il y a des économistes qui auraient été payés pour cautionner aussi l'argumentaire de VTC, hein, c'est ce qu'on voit. Est-ce que c'est un véritable scandale pour vous? C'est du lobbying finalement? Non, c'est un véritable scandale. On a à l'époque un Premier ministre, un ministre des Transports qui sont en charge du dossier et qui essayent de faire en sorte que Uber n'arrive pas en France ou pas n'importe comment. Et vous avez pendant ce temps-là l'agent secret Macron qui lui est agent secret. Bah oui, je suis désolé, qui dans le dos de ses collègues, de son responsable, de son chef de gouvernement de l'époque, fait tout pour que Uber arrive en France, reprend clé en main leurs amendements, va même jusqu'à recevoir des SMS de Uber quand ils sont perquisitionnés par les services de Bercy pour lui dire comment on fait, monsieur le ministre. Il y a un vrai scandale là quand même. Oui, mais il était ministre de l'économie, il essayait d'attirer aussi des emplois, des entreprises sur le territoire. En disant à des gens comment on évite une perquisition. Il me semble que ça va un petit peu plus loin que le rôle de ministre de l'économie là quand même. Il devrait être évidemment entendu, Emmanuel Macron, sur cette question, mais dans cette formidable démocratie qu'est la France, le président de la République peut tout faire, on ne peut pas lui demander de compte. Nous ne pourrons même pas, si nous organisons une commission d'enquête à l'Assemblée nationale, ce que je souhaite quand même pour qu'on fasse la lumière sur toute cette affaire. Vous allez réclamer une commission d'enquête? Je pense qu'il faut qu'on en parle avec les différents groupes de la NUP, mais moi j'y suis favorable. Parce qu'il faut effectivement voir jusqu'où a été Uber, quelle a été l'implication des uns et des autres. Visiblement, Alexis Collère était lui-même dans ses déjeuners, dans ses dîners. Lui, au moins, on pourra peut-être l'auditionner devant la commission d'enquête de l'Assemblée nationale. Donc il faut vraiment faire la lumière. Et il faut aussi qu'on s'interroge à cette occasion si c'est normal que quand un président de la République est en exercice, il n'y ait aucun moyen d'engager sa responsabilité politique. Moi, je trouve que c'est quand même une vraie question pour une grande démocratie. Alors, c'est sur la forme que vous contestez davantage, Aurélien Taché, cette implantation d'Uber sur le territoire ou sur le fond? Parce que sur le fond, ça permet aussi à des jeunes de travailler, ça permet à certains de prendre le taxi alors qu'ils ne le pouvaient pas. Non, mais ça, c'est vrai. Moi, je suis élu à Cergy, dans une ville populaire. Je peux vous assurer que des jeunes qui essayent de trouver des solutions grâce à ça, il y en a. Néanmoins, donc ils disent merci Macron, non? Ils disent pas exactement ça non plus, parce qu'avec le recul, on s'aperçoit quand même qu'ils ont beaucoup de mal à gagner leur vie, que Uber, qui devait s'engager sur des droits sociaux, ou qu'on devait pouvoir taxer davantage, ne paye toujours pas ses impôts, a toujours pour les chauffeurs des conditions de travail extrêmement pénibles. Donc au final, Uber, c'est la fausse bonne idée. Donc Emmanuel Macron, ça lui convient. La fausse bonne idée? C'est la fausse bonne idée, oui, parce que dans un premier temps, on se disait ça va pouvoir permettre peut-être d'avoir des opportunités pour un certain nombre de jeunes qui sont plus loin de l'emploi. Mais en réalité, ce qu'on leur propose, c'est absolument pas un avenir qui est souhaitable. Il y en a beaucoup qui quittent même des emplois pour devenir chauffeur Uber. Oui, alors je pense qu'il y en a quand même de moins en moins. Et puis surtout, ça en dit long sur la conception qu'a Emmanuel Macron des choses. Encore une fois, lui, il faut toujours affaiblir au maximum l'État, laisser plus de place possible à ces grandes firmes multinationales. Et bon, ça en dit long sur sa conception de la politique et sur les méthodes qu'il est prêt à mettre en œuvre pour y arriver. Mais puisque vous parlez d'Emmanuel Macron, vous l'avez bien connu, vous avez été dans son entourage en fait au début des premiers jours. Il est alors d'ailleurs des dupés. Oui, des jeunes dupés. Ah, complètement, oui. En 2017, on avait quelqu'un qui effectivement avait tout un discours sur justement ce qu'il fallait faire pour mettre fin à l'assignation à résidence. Oui, le discours paraissait séduisant, sauf qu'au bout de quelques mois ou années, mais enfin même déjà au bout de quelques mois, il a commencé à avoir des actes qui allaient complètement dans le sens contraire de ce qu'Emmanuel Macron avait promis sur une société plus ouverte, l'accueil des réfugiés. Qu'est-ce qui a été fait réellement pour les quartiers populaires? Le rapport Borloo enterré, on pourrait en citer des exemples comme cela. Donc effectivement, Emmanuel Macron a bien caché son jeu. Maintenant, l'affaire Uber, par exemple, est le dernier révélateur de ce qu'est vraiment Emmanuel Macron, quelqu'un qui veut toujours plus de place pour des multinationales et qui se fiche complètement de la vie des Français. Aurélien Taché, à propos du pouvoir d'achat, est-ce qu'il serait utile que les sociétés d'autoroutes fassent un geste? La balle est dans le camp des concessionnaires d'autoroutes. Ce qui serait utile, vous savez, c'est qu'on nationalise les autoroutes et qu'on arrête de laisser des entreprises se faire un fric pas possible sur les péages, alors que finalement ça a coûté à la France. C'est Sarkozy qui avait vendu les autoroutes au privé. Aujourd'hui, on avait besoin d'argent aussi pour financer un peu tout. Toujours besoin d'argent. Moi, si vous savez, s'il y a besoin d'argent, je sais où le trouver. Il y a des profiteurs de crise en ce moment qui ne sont taxés par personne. Il y a des choses qu'on pourrait fiscaliser davantage. Créons un impôt de solidarité sur la fortune pour les pollueurs, par exemple. Voilà, de l'argent, on peut en trouver sans brader le patrimoine national. Oui. La canicule, d'un mot aussi, puisqu'on va avoir une semaine quand même très chaude partout en France. Les spécialistes estiment que l'apport humain est à peu près de 10, 15, 20%, évidemment. Il faut agir vite. Est-ce que là, vous soutiendrez Elisabeth Borne si elle annonce des mesures fermes? S'il y a des mesures fortes pour effectivement lutter contre le réchauffement climatique, nous, écologistes, nous les voterons. Quelles mesures, par exemple? Simplement, pour vous dire, ce que je vois arriver dans la loi pouvoir d'achat, c'est plutôt le contraire. Il y a des petites dispositions un petit peu, vous savez, discrètement introduites dans ce texte qui permettent, par exemple, de réhabiliter un grand méthanier pour balader du gaz liquéfié. Parce qu'on va manquer de gaz. Donc on va acheter du gaz de schiste aux États-Unis. Il y a des canicules qui explosent et on va acheter du gaz de schiste aux États-Unis. Comment faites-vous alors? Ce
Comment faites-vous pour fournir du gaz en fait aux Français qui en réclament et qui en ont besoin? Vous pouvez faire quelque chose, par exemple, de très simple. Vous allez voir d'autres producteurs de gaz comme l'Algérie, d'autres pays. Vous leur proposez un deal intéressant. Vous savez qu'ils ont des deals justement avec la Russie. C'est un peu difficile. Oui, mais Jean-Luc Mélenchon a fait une proposition très intéressante pendant la campagne. Il avait dit, moi, si je suis élu, dès le 3e jour, je vais en Algérie et dans les différents pays qui produisent du gaz et je leur propose un accès privilégié aux céréales contre du gaz à bon prix. Ça me paraît, par exemple, une diplomatie intelligente et des choses qui sont intelligentes à faire. On ne va pas du tout dans cette direction. On va plutôt acheter du gaz de schiste aux Américains, alors même que vous l'avez dit, cette canicule va être absolument terrible. Cette guerre en Ukraine profite aux Américains? Cette guerre en Ukraine, en tout cas, conduit à une inflation terrible dans le monde entier. On a vu ce qui s'est passé ce week-end au Sri Lanka. Voilà, des crises au Sri Lanka, des crises un peu partout dans le monde. Donc, effectivement, cette guerre, de ce point de vue-là, est évidemment terrible. Maintenant, moi, je réitère mon soutien au peuple ukrainien, mais il faut que nous trouvions d'autres solutions pour finalement faire face à nos besoins en énergie, car il faudra aussi se passer du gaz russe. En achetant le gaz russe, on renforce la Russie dans cette guerre. Oui, merci Aurélien Taché, député écologiste du Val d'Oise et membre de la NUPS, qui était l'invité ce matin de Sud Radio.